Et c'est parti. Hop, alors aujourd'hui, bienvenue à Hogwarts. Aujourd'hui, le cours numéro 4. Donc, on va continuer. Ce coup-ci. On va pas parler des rotations. Je vais réfléchir aux rotations. Pensez bien qu'il y a un problème dans les rotations, toujours par rapport au quantique et par rapport à tout le reste. Que vous le voyez ou non, c'est que une rotation, ça inclut plein de nombres irrationnels qui arrivent de partout. Même si on a l'idée de faire des trucs très bien rationnels. Il y aura plein d'irrationnels qui vont arriver de partout. Et je dis pas que j'en aurai pas non plus des irrationnels, mais on verra ça différemment. Alors aujourd'hui, on va faire autre chose que les rotations. On va étudier quand même la même question, le nerf quantique et donc la boule, le même problème, on va l'étudier différemment. Et avant, d'abord, au préalable, on va écrire ce qu'on appelle le théorème de Batman ou le théorème d'Artagnan-Batman, parce que c'est le théorème fondamental de la pyramide. Donc le théorème de d'Artagnan-Batman qui quand même ne doit pas être confondu avec le théorème de Gödel-Batman, à nouveau je tiens à le préciser, qui est un théorème différent, qui a été écrit par Batman également, mais sur les lois de la physique. Là c'est le théorème d'Artagnan-Batman, qui est un théorème fondamental de la pyramide. Et d'ailleurs il n'est pas bien écrit à ce jour, parce que Batman l'avait écrit plutôt salement le jour-là, il était un petit peu pas complètement réveillé, mais c'est un théorème qui a l'air intéressant. Et donc aujourd'hui on va essayer de l'écrire plus proprement, mais on va donc essayer de se rappeler ce qu'avait fait Batman. Il avait fait en dimension 4 parce qu'il était très en forme ce jour-là. Nous on va le faire en dimension légèrement inférieure pour que ce soit pas compliqué. Donc on va faire ça en dimension 3 à partir d'une pyramide 2, 3, 5. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier donc, la pyramide 2, 3, 5 de nombre inférieur à 128. Et donc on pourrait la faire en 3D, mais je préfère faire des coupes pour que ce soit plus clair. J'aime pas trop les représentations 3D. Je vais faire des coupes directement, hein. J'espère que vous allez suivre. Et on va écrire en petit. Alors, on va prendre des petits trucs. Donc, on va prendre ces trucs. Alors, 1, on va attendre là. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. On a dit inférieur à 128, et le 128, on va l'écrire en bleu. Et donc, on va faire, ce qu'on va dessiner, c'est une pyramide des nombres inférieurs à 128, mais en écrivant de plus l'hyperplan de coupe 2. Et je vais vous expliquer après ce que c'est vraiment l'hyperplan de coupe 2. Qui n'est pas l'hyperplan de coupe 3 ou 5, qui est légèrement différent. Donc là, on va partir sur 3, 9, 27 et 81. Hop. Donc l'hyperplan de coupe 2, ce sont les nombres qui sont compris entre 128, donc la limite qu'on fait, et 128 divisé par 2, donc 64. Et 80 entre 64 et 128, c'est bon. Après, écrire les autres nombres. Oh, tout de suite, là, il y a un problème, là. Hop. Hop. Allez, on les a tous. Pour cette coupe-là. Après, on part sur 5. Alors, je fais des empilements de strates. On va l'écrire là. 5, 10, 20, 40, 15, 45, alors 30, excusez-moi, je réfléchis un peu pour pas faire de bêtises, parce que si je réfléchis pas, j'écris vite en faisant le mec qui est malin. C'est vrai que j'ai l'air malin, mais après je fais la rature, ça fait chier. Je préfère ne pas faire la rature. Je me connais, je vais finir par faire la rature. Je finis toujours par faire la rature. 30 et 100. On va mettre 100. Alors ça c'est 100, c'est bien. Et là on va mettre, hop, 15. Et après on a 125. Je crois que c'est bon, hein. Donc, dans un sens, on multiplie par 3, là par 2. Par 3, par 2. Par 3, par 2. Et dans le gros truc, par 5. Pour les strates, là, on multiplie par 5. Alors là, on fait 3, c'est bon. 2, c'est bon. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai pas fait d'erreur. Je crois que ça va aller bon. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc, les nombres. Et donc, ce que nous avait légué Batman avant de mourir il y a 2 ans, parce qu'après il est mort, et suite à cet effort, il nous avait légué que donc une pyramide sur une coupe donnée, c'était équivalent à une pyramide de degré inférieur sans la base de la coupe justement. Là c'est une pyramide 2, 3, 5 de coupe 2, donc il a dit que c'était équivalent à une pyramide 3, 5 seulement, qui a la même quantité de nombres. Et
Par contre, l'ordre n'est peut-être pas exactement le même. C'était tout un problème. Ah, ces ordres-là, c'est peut-être les ordres qui, d'ailleurs, vous comprendrez que si les ordres étaient les mêmes, ce serait plus simple. Là, les ordres c'est des ordres à la con, c'est des ordres des nombres entiers. Et pour faire une légère digression, on sait que la boule quantique, la boule quantique, c'est ce que l'on cherche pour notre ELR quantique. La boule quantique, elle pose un souci, c'est que pam, elle donne des nombres tout le temps aléatoires au hasard, pam, 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 pam. Et alors là, là, ils arrivent des quantiques qui disent ouais, non, mais c'est normal, c'est le hasard quantique, tout ça. Inégalité de Bell, aspect, tout ça, pam, pas de variable cachée, bum, David Bohm, tu peux retourner chez ta mère, nous on n'a pas d'aléatoire, tout ça, c'est vrai. Alors on va tester si les mathématiciens sont d'accord avec cette possibilité, que ce soit purement aléatoire, ou si on peut trouver, si notre ELR quantique qu'on va faire ici, à la fin notre boule va être aléatoire ou pas, si c'est lié à un hyperplan qui semble aléatoire, ou est-ce que l'hyperplan, les nombres sont très aléatoires. Ou est-ce que tel aléatoire peut être affecté à une boule quantique et vérifier ou pas les inégalités de Bell ou pas. On pourra se poser ce genre de questions, mais pas tout de suite. Pour aujourd'hui, certainement pas, mais un de ces jours. Et donc, aujourd'hui, on peut voir qu'un hyperplan, vous pouvez tester un hyperplan de pyramide, vous verrez que les nombres semblent toujours aléatoires. Ils semblent aléatoires, on ne sait jamais trop combien ils tombent. Sauf que c'est autant aléatoire que l'ensemble des nombres entiers. L'ensemble des nombres entiers, ça semble très aléatoire, mais ça n'est pas du tout. Parce qu'en fait, tout est bien prédéterminé. Donc l'ensemble des nombres entiers, c'est l'ensemble où tous les nombres premiers semblent arriver à peu près aléatoirement, tout semble arriver à peu près aléatoirement, sauf que tout est parfaitement prédéterminé par des règles très précises. Et c'est valable également pour les hyperplans de pyramide. Et donc, à partir du moment où l'hyperplan est très désordonné, si je veux l'affecter, si je dis que c'est similaire à une autre pyramide de degré inférieur sans la base de la coupe, il faut voir que cette pyramide, elle est ordonnée. Donc, ça conservera la forme, ça conservera seulement la forme, donc la pente. Parce que ce qui détermine la forme de l'hyperplan et la forme d'une pyramide, ce sont les pentes. Donc, il y aura une pente similaire, c'est simple à démontrer en fait, la pente similaire, je pense. Il y aura une pente similaire, mais pas forcément le même ordre. Et ce problème d'ordre, là, c'est peut-être ce qui pose nos problèmes à notre cher confrère Alain Aspect, notre médaille d'or du CNRS, je crois, ou presque. Enfin, je crois qu'il a été médaille d'or, je crois bien, hein. Je dis presque parce qu'il aurait peut-être mérité un autre prix pour ce truc. On ne sait pas. Et donc peut-être que c'est à cause de genre de questions d'ordre qui fait que l'ordre n'est pas conservé. C'est peut-être vraiment aléatoire ces conneries. Mais on verra bien. Alors, sauf qu'à la fin on sait très bien que notre ensemble. Est-ce que c'est une barre cachée ou pas? Je ne sais pas quoi dire, on verra bien. Alors, pour l'instant ce qu'on va essayer de voir, donc c'est ce terme de Batman d'abord, parce qu'on a fait beaucoup de digressions, beaucoup mis la charge over les bœufs. On revient à nos bœufs. Ça c'est le bœuf, c'est Batman. Alors, donc on a notre hyperplan. Notre hyperplan, on imagine, si on imagine donc ça, il faut voir que ça c'est une coupe d'une pyramide comme ça. Je vous ai fait les coupes comme ça. Vous imaginez une strate, puis une autre strate, puis une autre strate. Si ça s'empile, notre hyperplan, c'est le truc qui est au-dessus là. On prend une épaisseur comme ça. Et toute la surface du dessus, d'épaisseur 1 carré, ça sera l'hyperplan. Donc on appelle ça hyperplan de surface de coupe 2. Et cet hyperplan, donc, ça sera une sorte de triangle, on est d'accord? C'est un triangle. Donc on imagine bien qu'un hyperplan de surface d'une pyramide de dimension 3, ça sera une pyramide de dimension 2, donc un triangle. Et c'est valable également pour les dimensions supérieures. Et le triangle de dimension 2, on va voir qu'il a la même forme, donc les mêmes pentes, qu'une pyramide 3-5. Ah, c'est ça la question. Alors la pyramide 3-5, on va la déterminer tout de suite. 3-5, on va la générer. Donc on fait 1, 3, 9, 27. Et de l'autre côté, on fait 5. Et la pyramide 3-5, des nombres inférieurs à 128. C'est le même nombre. Donc là, on va faire 81. 3-5. D'ailleurs, là, latéralement, ça fait partie du truc. Hein. Et d'ailleurs, ça fait partie du théorème, c'est parce qu'on fait une projection, tout simplement. Alors, 1, 5, c'est une coupe 2. Et 1, 5, le théorème, c'est juste une projection, on projette le truc, là, boum. 5, donc c'est pour ça qu'il est simple à démontrer. Donc, je préfère le faire visuellement. 5, 125. Et là, je fais 3, 15. J'ai changé la couleur, c'est con. Je devais pas. Et, hop. Je suis fougueux et je m'écoute parler et je vois pas que je change la couleur et après c'est un drame. Parce que le dyslexique il arrive à suivre. Enfin les dyslexiques, les daltoniens. Les daltoniens ils arrivent à suivre, ils voient pas que ça change de couleur.
Et les autres sont perdus. Ils se disent, mais pourquoi ils changent de couleur le professeur? Et les autres, ils sont tous perdus. Il n'y a que les daltoniens qui ont suivi, là, ce coup-ci. Alors, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a supprimé, donc, quoi? On a théoriquement, on a gardé 125, 225, 75, on a gardé ce nombre-là. Les mêmes, parce qu'on a supprimé tous ceux qui sont divisés par 2. Ce qu'on a supprimé, ce sont ceux-là. Et ce qu'on a gardé, théoriquement, ce sont ceux-là. Alors, c'est là le théorème de Batman. Donc, 125, en fait, le 125, on l'applique là. Le 100, on le fait tomber, boum. Regardez, il y en a deux, là. C'est là le problème, hein. On la dirait celui-là. Est-ce que c'est exactement ça, alors, le terme? Je ne sais plus exactement. Ce 3 là, on les fait tomber, et ces 5 là, on les fait tomber. Et pourquoi lui, il y est pas? Ah ben lui, il y est d'ailleurs, c'est pour ça, voilà. 75, il est bon. Il est bon. Donc le 10, on fait tomber, c'est comme un jeu de Tetris, hein. Le 10, on fait tomber sur le 25, le 75 là. Les 3 là, on les fait tomber là, comme. Et ceux-là, on les fait tomber là. C'est une projection, hein, on fait tomber les cubes. C'est une coupe 2. Donc le théorème, je ne le démontre pas très rigoureusement, parce que comme ça, vous le voyez bien comment il est fait. Vous faites projeter, et vous obtenez donc tous ces nombres qui sont là. Donc on va dire que ces nombres qui sont là, c'est des nombres de la pyramide 3,5. La pyramide 3,5, on la dessine comme ça. Donc on peut considérer que des nombres d'hyperplans ont une structure géométrique qui est similaire à celle-là, par une simple déformation. C'est juste une projection, la déformation dont je parle. Après l'ordre. Ah, l'ordre, c'est pas... L'ordre, c'est le même que ça. Et alors, est-ce qu'il y a un ordre? Je dis qu'il n'y avait pas d'ordre. Ah, il y a peut-être un ordre quand même, si. Ah, bah si, finalement, il y a une forme d'ordre. Ah, c'est con, alors, ah non, alors là, il y a l'SP, il n'est pas content. Pourtant, c'est normal qu'il y ait une forme d'ordre si c'est une déformation. Ouais, non, il y a peut-être une forme d'ordre, mais c'est bizarre. Il faudrait vérifier si c'est... Non, mais ça, c'est la pyramide normale, c'est ça. Ça, c'est quoi déjà qui va pas? Ah oui, ça c'est une pyramide ordonnée, ça. Ça, c'est 3,5, ça. C'est normal. 3,5, c'est le truc ordonné. C'est celui-là qu'on a là qui est bizarre. Voilà, c'est que 128 est affecté à 1. Voilà, c'est ça. 128, c'est 1. 96, c'est 3. 72, 9. 108, c'est 27. Alors, après, je dis pas qu'il n'y a pas d'ordre, hein, mais on va les affecter, les nombres. Donc, on va dire 128. On va voir, c'est les correspondances qu'on a. Hein. En fait, je vais mettre ce truc à côté. Vous avez vu, j'ai fait une nouvelle configuration, elle est intéressante. Hop. Hop, c'est parti. Alors, on va faire un truc comme ça. Ça, c'est la première configuration. Ça, c'est la configuration 3.5, pyramide 3.5 classique. On enregistre là. C'est bon, on enregistre. Et après, on a notre pyramide qui est donc pyramide de projection. Il y a eu 128. C'est le 128 qu'on a fait. Donc, le premier, c'est 128. C'est carré parce que c'est les bons nombres. 96. 96, on le met pas là. 96, on le met. Est-ce que je me trompe pas d'ailleurs? C'est une coupe 2. Ah non, c'est ça. 96, on le met sur 3. Je mets 96. 112, on le met sur 9. 108. Et là, c'est 80. Alors, on voit que c'est pas forcément un ordre, hein, d'accord. Ah là, il est perdu, l'aspect, là, il sait plus. C'est pas là, c'est pas le bon ordre. Pourquoi je parle tellement d'aspect, vous allez dire? Ah, je dis pas que sa démonstration n'est pas bonne, hein, ni les inégalités, je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que quand on prend l'ensemble des entiers naturels, que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dis juste ça. Hein, que d'abord, j'en ai un qui est premier, un qui est impair, un qui est pair. Un qui est impair, un qui est pair. Donc j'en ai un sur les qui est impair et un sur les qui est pair. Et si je compte après, pareil, je compte 1, 2, 3, 4, 5, et je compte ceux qui sont divisés par 3. Genre un qui est impair, un qui n'est pas divisé par 3, un qui n'est pas divisé par 3, et un qui est divisé par 3. Alors un qui n'est pas divisé par 3, un qui n'est pas divisé par 3, et un qui est divisé par 3. Et donc j'en ai un sur 3,
Et pareil, on peut faire ça sur tous les nombres premiers. Quand ils sont bien ordonnés dans la bonne direction. Là, 1 sur 5 qui est divisé par 5. Là, 1 sur 7 qui est divisé par 7. Mais si on les met dans un gros tas, les nombres entiers, qu'on les met là, dans un gros paquet, sans ordre, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a plus de nombres divisés par 2 que par 3, plus de nombres divisés par 3 que par 5? C'est pas si simple. C'est parce qu'ils sont ordonnés qu'on y arrive facilement. Sinon, s'ils sont pas ordonnés, dire qu'il y a plus de probabilité d'en trouver un divisé par 2 que par 3, 3 par 5, c'est pas une chose extrêmement évidente. Je sais pas comment font les probabilistes face à ce genre de problème. Moi, je suis pas probabiliste à la base. Hein. J'ai étudié les probabilités à la fac, mais je suis pas allé à un niveau suffisamment avancé de probabilité pour répondre à ce genre de questions. Mais de ce que j'ai compris, l'expérience de statistiques d'Alain Spey sur les inégalités de Bell, c'est basé avant tout beaucoup sur des probabilités conditionnelles, des probabilités d'indépendance, des trucs comme ça, et des probabilités avec des nombres et bon, c'est juste une digression. Donc il a fait une démonstration, je pense qu'elle est bonne. Mais après, ça va si elle a prendre en conscience toutes les possibilités possibles. Je prétends pas à ce stade mettre ça en cause, mais je dis que je vais y réfléchir plus tard. J'y réfléchirai si c'est une ouverture. Pour l'instant, je sais pas. C'est pour ça pour l'instant, je dis juste qu'on ne sait jamais. Plus tard, dans l'avancée de cette étude, on verra s'il y a une ouverture possible ou pas. C'est juste ça. Donc là, on voit que là, c'est pas ordonné parce qu'on a le 128 avant le 96, 72, puis 108 à nouveau. Donc d'un côté, sur plusieurs, ça décroît, sauf que là, ça monte à nouveau, ça descend. Donc il n'y a pas une vraie forme d'ordre. On continue comme la pyramide. À la place du 5, on met 80. Donc le 15, j'essaie de parler plus clairement que l'autre jour parce que j'ai parlé dans ma barbe. Et j'avais mis le mot de caverne aussi, je suis con. En mode caverne, on n'entend rien. Hein. Là, je crois que j'ai pas mis le mot de caverne, ça devrait être mieux. Là, je parle fort comme le mec dans Twin Peaks, là, David Lynch. Un jour, il est venu dans Twin Peaks et il était sourd. Et il parlait aussi fort. Je crois qu'il ne faut pas faire différemment parce que sinon, hein, le bruit de fond, il sera plus fort que nous. Hop. Là, c'est 125. Donc ça, c'est ma pyramide hyperplan. Dans le sens que je la déforme, que je la projette. Donc, selon le terme de maths, si je déforme ma pyramide hyperplan, que je le projette, j'aurai la même pente que ce truc-là, même disposition des nombres, sauf qu'il n'y aura pas de disposition d'ordre. L'ordre ne sera pas conservé. Par contre, si l'ordre n'est pas conservé, nous on peut le retrouver. On peut connaître l'état de correspondance d'ordre. Enfin, on peut voir, je pense. Donc ça c'est valable pour un truc comme ça. Et si je fais celle de dessous, par exemple, on va faire juste comprendre que celle de dessous, là, l'hyperplan de surface, en fait, il faut voir aussi les pyramides. Là, j'ai fait un hyperplan de coupe 2, ça c'est une pyramide. Et coupe 2, c'est donc une épaisseur de carreau. Alors, je vais en dessous, j'ai une autre épaisseur de carreau, et je peux en faire autant que j'empile comme ça des coupes. Donc j'empile des coupes. Comme dans une pyramide, j'empile des coupes de 1 carreau. Dans un sens. Et donc je vais descendre d'une strate là pour la comparer à celle d'ici. Donc on va prendre ce coup-ci, on va repartir là-dessus, mais celles qu'on va prendre, ce sont celles qui sont en dessous. On va prendre celles qui sont entre 64 et 32, donc celle que là là. On va mettre celle-là. Et elle sera en dessous, on va mettre. Hop, on va mettre celle-là. On va la mettre là. Et donc là c'est la même, là c'est 1, 3, 9, 27, 5, 15, 45, 25 et 75. Alors, j'ai dessiné un petit peu mal, hein, vous pourrez faire ça mieux. Et à côté, ce qu'on a donc, on fait la projection, à 68, 64. À la place de 96, on a 48. Donc c'est divisé par 2 ce qu'on trouve. Hein. À la place de 72, on a 36. À la place de 68, on a 54. Le 80, il n'est plus là. Hein. Il n'est plus là. À la place de 80, on a quoi? On a 40. Là, on a donc 120, 60. Et là, on a 45. Ah, je vous pompe l'air, je sais. Ah, c'est une constante avec vous. Hop.
Ils ont la même forme ou pas? Il en manque un pourtant, non? Ah oui, parce que là j'ai pris le 25, le 75 là. Il n'y est pas celui-là. Tu l'as déjà pris tout à l'heure. Ah, je ne prenais pas. Là, on a pris la strate d'en dessous. Donc quand je prends la strate d'en dessous, je prends les nombres qui sont donc ici. Et là, quand je dis strate d'en dessous, c'est par rapport aussi à la coupe 3. Il faut pas... Là-bas, quand je dis la strate d'en dessous, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. Il ne faut pas faire l'erreur sur les strates, parce que quand je dis c'est les strates, des strates, des strates, là-bas, quand je fais la strate d'en dessous, c'est par rapport à une coupe 2. Et coupe 2, des nombres donc inférieurs à 64. Et donc ici, pour faire bien les choses, il faut faire à nouveau, non pas une strate par rapport à 3, ni 5, mais par rapport à 2 toujours. Donc 64. Ce qui fait que là, 64, on a pris ça. Et donc c'était similaire à 3. Là, je vous le fais parce que tout à l'heure, peut-être qu'il peut y avoir un cas. En fait, il ne faut pas prendre cette direction ni cette direction. Pour faire, on enlève ni. Là, ce qu'on enlève, c'est par rapport au nombre qui est défini là-bas, donc 64. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'erreur. Parce qu'on pourrait se dire, on enlève juste un carreau, par exemple, dans ce sens-là, par 27, 45, 25, on enlève ceux du dessus. Sauf que ceux du dessus, là, ils sont définis dans ce sens-là, par division par 3, et dans ce sens-là, ils ne pas diviser par 5. Et c'est aucun des deux qu'on veut. Nous, c'est par division par 2 toujours. Donc on prend inférieur à 64. Il ne faut pas faire cette erreur-là. On va faire une strate en dessous encore en plus. Donc au même système, là, on a 32. Pourquoi on fait ça? Pour voir plus clairement en 32, 24. 32, 24. Je ne cherche pas la clarté au fait, parce que il y en a certains des youtubeurs qui cherchent la clarté parce qu'ils parlent ils parlent pas des mathématiciens qui cherchent une forme de clarté. Pas de compris du grand public. Ah, moi c'est pas le cas. Parce que moi, comment dire, moi j'essaie de parler ici aux mathématiciens d'abord. Je ne cherche pas forcément une forme de clarté dans le discours ou dans les images. Parce que je cherche avant tout à parler aux matheux. Je pourrais dire sans prétention, alors c'est faux parce que j'ai beaucoup de prétention, parce que j'ai un gros prétentieux. Et c'est tout. Et donc là ça va être inférieur à 32, donc je suis d'accord. Je dirais c'est le 45, c'est tout. Et ça va être bon. Alors donc on obtient 1, 3. Donc 5. Non, je sais pas de faire des jolies images quoi. Et 5. Et pourquoi les matheux, donc ils font comme les docteurs, ils n'hésitent pas forcément d'être clairs parfaitement. Et après vous alors certains diront, pour que les autres y comprennent rien. Moi je suis pas d'accord avec cette méthode là. C'est pas pour que les autres y comprennent rien. Non, c'est pour apprendre aux mathématiciens à corriger les erreurs. Il faut en mettre plein d'erreurs, il faut que ce soit flou, il faut que ce soit pas net. Comme ça le mathématicien il est obligé de chercher, de comprendre où se situe l'erreur. Après chacun ses méthodes. Là j'en ai enlevé un seul. Là, vous voyez la coupe que j'ai fait là, c'est étrange. Hein, c'est vraiment ce que je dis. Hein. Et là j'ai fait la coupe. Mais ce coup-ci, là j'ai fait inférieur à... Donc on va dire, l'ensemble est inférieur à 128. Là c'est inférieur à 64. Là c'est inférieur à 32. Donc en fait j'en ai un seul 45. Inférieur à 32. Et de la base 3,5. Toujours 3,5, 3,5, inférieur à 32. Donc on peut faire les coupes comme ça similaires, pareil. Et il y a combien? Bon, il reste combien à faire? Il reste d'autres là, 128, 64, 32, bon il reste à faire 16. Bon, c'est un peu chiant. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on voit donc? L'ordre. Qu'est-ce qu'on voit donc si le 1 est affecté au 128, après le 1 il est affecté à 64 et le 1 il est affecté à 32. Donc c'est un truc, bon, c'est un particulier, c'est spécial. Donc pour l'instant, on a donc une similarité des formes des pyramides, des hyperplans, on pourrait dire, par projection. Mais au-delà de ça, l'ordre, il faudra déterminer vraiment ce que ça détermine. Est-ce qu'on pourra en tirer? Ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire quand même une... Et quand je dis que c'est une déformation, c'est une forme de déformation continue, dans le sens... si là j'ai des briques, on peut considérer qu'elles sont à côté les unes des autres, les briques là-haut. Les briques qui sont à côté les unes des autres, qui sont à côté les unes des autres,
Si ces briques elles sont penchées, il y en a une qui voit celle d'à côté, l'autre qui voit celle d'à côté. Quand on la projette, quand on arrive à 3,5, c'est pareil, elles sont à côté les unes des autres. Dire tiens, c'est elle qui est à côté de moi, c'est elle qui est à côté de moi. C'est ça que je veux dire, on les permute pas, on les bouge pas. C'est vraiment un aplatissement. Et c'est ça qui est important. Et c'est valable dans les dimensions au-dessus. Alors ça c'est le terme de Batman. Alors vous avez le rapport avec l'air quantique, tout ça, le rapport, on ne sait pas trop. Et maintenant on va partir sur la boule de l'air quantique, le rapport, parce que là, tout le monde est perdu par rapport au cours d'aujourd'hui. Alors c'est là qu'on va devenir intéressant. On va pas aller plus dans le terme de Batman. On va démontrer rigoureusement, mais avant de démontrer rigoureusement, il faudrait déjà savoir ce qu'on cherche exactement, parce que ce n'est pas l'intervalle. C'est comme le théorème spectral. Le théorème spectral, excusez-moi le roman de la braguette. Le théorème spectral, c'est plus lequel on a voulu démontrer au départ. Le théorème de spectral, bon, Batman il arrive, bon ok, le spectre, ok, on vous connaît, vous êtes célèbre, maintenant ici c'est moi, c'est Batman ici. Et comme ça, le spectre, bon, parce qu'ils ont bien rigolé, les spectres, mais maintenant c'est Batman. Et donc c'est le théorème de Batman qu'on va apprendre. Et d'abord, il faudra le déterminer. Et on ne le sait pas trop, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, il faudra quand même qu'on sache. Alors, on va repartir sur le l'air quantique. Alors, ce que l'on peut savoir, c'est que, on a le cercle. On a le cercle. Pour repartir sur le binaire, 2 dimensions, on en a combien? 26 minutes? Je ne sais pas combien on en est. Si on prend un cercle quantique, nous on était parti d'abord, notre premier truc, pyramide, on avait décidé de faire un choix d'aller vers exponentielle i, k, exponentielle i fois 1. Donc sinus, cosinus, argument 1. Et ce choix était dicté par plusieurs raisons particulières. Premièrement, c'est que le sinus, quand on prend un sinus d'un nombre rationnel, et qu'on fait tourner, genre on le fait puissance, on fait des rotations, ça ne retombe jamais sur 1, on n'obtient jamais une racine de l'unité, ce qui fait qu'on tourne sans fin tout le temps avec des nombres différents. Ce qui crée donc une sorte de groupe infini qui tourne sans fin autour du cercle sans jamais retomber sur lui-même. C'est intéressant. Et tourner sans fin sur le cercle sans jamais retomber sur lui-même. C'était intéressant avec le sinus k, le sinus 1, cosinus 1, c'était le truc intéressant. Or, c'est là que c'est une forme d'erreur de penser que c'est parce que ça a marché là que ça marchera après. On a pris notre boule, notre sphère, on veut tourner autour et on sait qu'il y a un problème. Et donc, c'est là qu'en fait, on peut penser au transvecteur temporel tout de suite, Doc Marty, Back to the Future, la transvection temporelle. Bien sûr, on peut penser tout de suite au transvecteur temporel, mais on ne le fera pas. Enfin, on ne le fera pas tout de suite. Ce qu'on va faire à la place, c'est se dire, bon, une boule, la sphère, là, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette pyramide l'autre jour? Je vous rappelle ce qu'on avait fait, on avait fait 2, 3, 5, et on avait mis des puissances de 2, des puissances de 3, des puissances de 5, et des exponentielles i qui allaient dans tous les sens. Donc on avait déjà, d'une certaine manière, linéarisé notre cercle. En gros, notre cercle, qui est censé être le représentatif quand même en algèbre ou dans le l'air, ou dans l'esprit, c'est le représentatif du groupe fini, justement, parce que souvent on l'utilise pour les racines de l'unité. Le truc qui est représentatif du groupe fini, donc du truc qui est périodique et qui retombe sur lui-même, on l'avait ce coup-ci déplié dans tous les sens de la pyramide, de telle manière à ce qu'il corresponde à un groupe infini. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait pris un point du cercle qui retombe jamais sur lui-même, donc qui, en exponentiation sans fin, fait un groupe infini, donc non cyclique. Donc on avait décyclé le cercle, on avait pris un point du cercle, de telle manière qu'il n'y a aucune période, aucun cycle. Et ce point-là, alors, qui est donc un point philosophique, c'est de se dire que, alors, la sphère, pareillement, ce qu'il faut y considérer, c'est plutôt une approche comme ça, qui donne sans fin des nouveaux points aléatoires. Et donc, peut-être, c'est même pas forcément une sphère qu'il faut exactement chercher. Pour la citer avant, c'est-à-dire que si on prend une sphère exacte, comment dire, il y aura des coordonnées irrationnelles, ça va être un point délicat. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est déjà, premièrement, comment faire en sorte de remplacer ça par un hyperplan de pyramide. Alors, c'est un cercle, donc on va le remplacer à une droite. Et donc, quelle est la propriété qu'on a dit de l'hyperplan, qu'on a vu tout à l'heure? On l'a vu en dimension 3.
c'est que les angles sont au hasard. Et quelle est notre propriété de l'hyperplan? C'est que nos pyramides, on les choisit à chaque fois de base libre. Et donc, que ce soit en dimension 1, unidimensionnelle, c'est forcément libre, mais en 2 dimensions c'est pareil, 3 dimensions c'est pareil. Libre, ça veut dire qu'ils sont tous différents. Donc, c'est des groupes infinis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle. Et leur côté aléatoire, cette partie aléatoire, c'est ce qu'on recherche également. On recherche donc une partie aléatoire. À la fois pour notre problème de ne pas retomber sur nos pattes dans la sphère, mais également pour notre problème quantique de la boule quantique, du qubit qui donne son information aléatoire. Et donc, ce qu'on aurait essayé de faire, c'est une grande inversion, comment on appelle, un grand changement là-dessus. On va remplacer le sinus par un truc comme ça. Alors, c'est là que je dis, on va le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est juste pour que vous l'ayez en tête. Et alors, ce que je compte faire après, vraiment, factuellement, c'est me dire donc, si je peux le faire en une dimension, c'est par une projection, on va dire. On va dire c'est la projection. On peut imaginer une projection, même en 2 dimensions. Parce que souvent, on peut se dire, si je peux le faire là, de projeter une sphère, soit un cercle, soit en 1 dimension, un cercle sur une droite, soit en 3 dimensions, une sphère sur un plan. On a des systèmes de projection. Bon, on projette ce point, on déplie le truc qui finit à l'infini. En fait, le problème qu'il y a dans la projection infinie du truc, c'est que ça déforme trop. Hein, dans le sens, les points qui sont là-bas, ils vont partir dans tous les sens. Les points qui sont là, bon, ils vont partir. On peut faire par demi-projection, mais il y a un vrai problème qu'il y a quand même. Un vrai problème qu'on aura. C'est que ça va déformer beaucoup trop le truc. Et qu'en plus de ça, ça ne correspond pas à ce qu'on l'on fait en dimension 1. La dimension 1, quand on le projette, le sinus K, moi je trouve que la meilleure façon de le penser quand même, c'est se dire que je le projette comme ça justement, en utilisant sinus. Là j'ai pi sur 2. J'ai pi sur 2, on est d'accord? Là j'ai pi. Là j'ai 3 pi sur 2. Là j'ai 4 pi. Non, j'ai 2 pi. Là j'ai le théorème de Pacman avec l'œil ici. Donc j'ai les arguments. Et si je prends sinus 1, on va dire sinus 1, on imagine 1. On imagine être à environ un tiers de la sphère. Parce que 3/14, donc si c'est 2 pi, donc un tiers de cette partie-là. Ça c'est combien? Ça c'est. Ah oui, c'est ça. Là c'est pi, 2 pi. Là, il est là le 3/14, donc il est environ ici le. Alors on va dire, il y a environ ici le sinus 1. Sinus 1, enfin l'argument 1 là, il s'environ ici, c'est l'angle égal 1. Donc on a notre sinus cosinus, et donc bon, après ça va tourner. Et donc imaginons que l'autre côté, ma droite, ici, ma droite c'est quoi? On a dit c'est 1, et après c'est 2, et après c'est 3, c'est ça une droite, c'est un truc linéaire. 4, et là c'est 5, vous êtes d'accord? C'est ça une droite. Et on va dire que donc là on met sinus, là on met alpha 1, donc celui-là qui est là, on le met ici. Bon, il y aura ici, on peut choisir là. Après, quand je fais 2 fois là, j'obtiens celui-là je le mets là, comme ça, là, comme ça. C'est comme ça, alors qu'au lieu de faire une projection toute linéaire, on fait une projection, boum, qui se déroule. Et donc on va faire une projection qui se déroule. Donc ça reste simple, donc on fait tourner la boule, on la fait tourner sur le truc. On est d'accord? Est-ce que c'est une bonne solution? Pas complètement, c'est un petit peu une solution un petit peu étrange. Donc, si je fais tourner une boule, si je fais trouver une roue de vélo, je la fais tourner le long d'une ligne. Je fais tourner une roue de vélo le long d'une ligne. Non, alors, roue qui tourne et ça avancera dans la ligne. Mais si je prends une boule, un ballon, je le fais tourner dans un sens, on peut tourner dans toutes les directions le ballon. Et c'est ça qui est bien. C'est que ça marche aussi en fait quand on y pense, le ballon. Pour autant, les cartographes, quand ils prennent une terre, on est d'accord,
Ils font jamais leur truc comme ça, ils prennent pas une terre avec une empreinte de terre. Imaginons, je fais un moule de peinture, je peins ma terre sur une boule. Et je dis, ok, je vais faire une carte, alors je vais la mettre la boule par terre et elle va peindre le sol, et je vais faire rouler dans tous les sens. Et pourquoi ça ne marchera pas forcément bien? À cause du problème des rotations non commutatives et commutatives, qu'on a vu précédemment, on est d'accord. Alors c'est là qu'on va réfléchir au problème que l'on a dit avant, théorème de Batman quand même. C'est-à-dire que l'hyperplan qui est là, ça c'est un hyperplan d'une pyramide de dimension 2. Hyperplan des pyramides de dimension 2. Qui fait partie donc d'une dimension 2, d'une pyramide plus grande. Et la dimension 2, la pyramide de dimension 2, ça sera un hyperplan, une pyramide de dimension 3. Alors il faudra voir si on ne peut pas faire comme ça si on ne peut pas utiliser donc les hyperplans, qui sont d'ailleurs pas vraiment des hyperplans à la base. Parce que quand on pense à un hyperplan, on pense vraiment à un truc plan. En mathématiques, un hyperplan, c'est un truc infini plan. Alors que nous, ce qu'on a, c'est des côtés de simplex. On a des triangles à la base. Donc en fait, ce qu'on va affecter, premièrement, c'est d'une certaine manière un cercle et un triangle. Et un cercle, d'abord, a un côté, une sphère a un triangle. Et on va essayer de voir si on peut y arriver comme ça. Et c'est pas forcément évident à comprendre. C'est un cheminement de pensée que j'ai. C'est une construction que je dois faire. Et là, je ne l'ai pas forcément faite. Hein. Et voir de quelle manière, plutôt que vraiment faire le truc avec des difféomorphismes parfaits, avec des déformations parfaites, non. Plutôt penser vraiment quantique à chaque fois, pas à pas, le pas à pas tout le temps, quantique à chaque fois, le pas à pas, point par point quantique. Parce qu'en fait, on s'en fiche pas mal que ce soit parfait au sens mathématique, tant qu'à la fin ça retombe sur ses pattes. C'est un peu comme la gamme de Pythagore. C'est pas grave que ce soit pas parfait, tant qu'à la fin ça retombe sur ses pattes. Donc c'est qu'il faudra, c'est penser la chose comme ça. Et alors, là on peut voir là notre truc. On peut dire que ça c'est une gamme alors. Quand je fais un tour, c'est une octave. Donc on fait jamais le tour, on tombe jamais sur le truc. On tombe jamais sur le point. Mais par contre, à chaque fois, ça s'élargit le truc. Ça s'élargit, on fait deux tours, il y a deux plus. Et des fois, les tours, comment dire, ils sont pas même censés avoir le même nombre de points par tour. Peut-être qu'il y a des tours qui en ont moins, d'autres qui en ont plus. À un près, je veux dire. Ça doit être une possibilité. Et par exemple, entre 3, 14, il y en a 3. 6, 28, il y en a... Bon, après, tôt ou tard, 3, 14 fois... 3, 14, on le fait x 7, on obtiendra un style... un truc style 22, quoi. 21, et 22. Et là, il y aura un de plus. Bon, c'est pas très important. Et alors, c'est là qu'en fait, il n'y a rien qui a été fait aujourd'hui. C'est juste pour vous présenter l'idée que je vais avoir de comment je compte essayer de bâtir la chose. C'est pour ça que je ne vais pas faire beaucoup plus. Et j'avais vendu beaucoup plus sur internet, mais c'est un peu tard, je viens de travailler toute la journée, j'ai progressé sur le sujet, je viens d'improviser. Il ne faut pas attendre plus de moi là, à ce stade. Et là, vous comprenez quelle est l'idée que j'ai en tête. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs c'est moi qui vais le faire, ça se fait, personne ne le fera, ça se fait, vous ne le ferez pas non plus. Mais c'est l'idée que j'ai en tête vraiment du truc. Après, c'est vrai qu'on peut essayer de chercher des rotations commutatives, pourquoi pas. Il faut déjà savoir ce qu'on entend pour rotation commutative. Est-ce qu'on entend démontrer que toutes les matrices sont commutatives? Non, on ne peut pas démontrer que toutes les matrices sont commutatives. Alors si on démontre que toutes les matrices, si on peut trouver des opérations, si on peut trouver des sous-ensembles, des transformations du cercle qui sont toutes commutatives, bon pourquoi pas, il y en a quelques-unes qu'on a déterminées. Toutes les rotations sur un même axe sont commutatives. Mais dès que les ensembles sont un peu trop gros dans ce sens-là, souvent c'est pas commutatif. Et c'est pour ça que bon, c'est pas la voie qu'on cherche. D'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de faire de la commutativité? Ça, c'est un autre problème. Quand on fait notre pyramide comme on l'écrit en cours 3, avec x, y, z, qu'on a appelé la pyramide naturelle, c'est une pyramide qui est fonctionnelle. Si on se donne une convection, qu'on dit d'abord on fait rotation en z, puis y, puis x, ça marchera. Si on se donne la convention de départ des rotations, dans quel sens on la lit, ça marchera. Sauf que ça ne dira pas dans n'importe quel sens. On va dire que tu appliqueras d'abord la rotation z, puis après la rotation y, puis après la rotation x. Et ça devrait marcher, je pense, enfin il me semble. Et donc c'est une pyramide qui fonctionne.
pour l'application au non commutatif, ça fonctionne. Mais nous, on cherche quelque chose encore de légèrement différent. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va chercher quelque chose qui va essayer même de déterminer les lois de l'ordre dans le truc. Parce qu'à la base, moi, ma théorie, j'ai toujours dit, ma théorie, c'est pas ma théorie, mais cette théorie que j'essaie de voir, c'est une théorie de l'ordre. Et c'est ça qui est crucial et qui est le plus important. Parce que comme j'ai dit aussi, si on prend l'ensemble des entiers naturels, qu'on enlève l'ordre, c'est plus l'ensemble des entiers naturels, c'est pas la même chose. La donnée fondamentale de l'ensemble des entiers naturels, et qui porte d'ailleurs le nom de naturel, parce que c'est parce qu'ils sont naturels pour nous, parce qu'on les compte comme ça, parce que c'est une idée de marche, et donc une idée d'ordre, dans le sens où il y a des degrés. Si on enlève l'ordre à l'ensemble des entiers naturels, c'est juste un paquet d'ensemble, et c'est un paquet d'ensemble, et même s'ils ont les mêmes diviseurs, même si on garde toutes les autres informations sur les diviseurs, sur tout ça, qu'on enlève les informations de l'ordre parce qu'on n'y capte plus rien dans cet ensemble. On peut pas dire vraiment trop. Après, on peut faire des probabilités conditionnelles sur toutes les probabilités des diviseurs des impaires par rapport aux autres. Et un type que tu donnes ça à un probabiliste sans l'ordre, il aura quand même du mal à comprendre ce qui se passe dans cet ensemble. C'est parce qu'il y a un ordre, alors qu'on peut se dire, ouais, il y a 1 sur 2 qui est divisible par 2, 1 sur 3 qui est divisible par 3, 1 sur 5 qui est divisible par 5, 1 sur 7 qui est divisible par 7, parce que sinon, tu donnes ce paquet-là, avec tous ces ensembles comme ça, entremêlés. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça doit pas être simple à comprendre ce qui se passe quand même. Quand tu vois ce truc-là, tu te dis, ouais, non, c'est bizarre, c'est très étrange ce truc-là. Et bien, des fois, la mécanique quantique, ça me fait un peu penser à ça. Et on te donne un truc, et ça a l'air très bizarre. C'est peut-être parce qu'il manque, c'est pas une variable qui est cachée qui manque. C'est peut-être qu'il manque encore un ordre implicite. C'est donc un peu l'idée de la théorie de Bohm, c'est qu'il voulait dire au fond. D'ailleurs que Bohm a toujours dit, selon lui, que la théorie des inégalités de Bell n'était pas en opposition à sa propre théorie, qui était légèrement différente, qui portait sur un point différent. Et d'ailleurs, ma théorie n'est pas celle de Bohm non plus, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un d'inspiré par son travail qu'un continuateur de son travail, parce que je l'ai pas assez étudié et que je ne me pose pas en continuateur de son travail, parce que de toute façon, c'est pas la même chose, je crois pas. Et donc, c'est juste une idée comme quoi, en fait, c'est pas parce que d'autres ont déjà vu plein de choses que tout a toujours été vu. Et enfin, en dernier lieu, et on terminera là-dessus, peut-être que les physiciens pensent toujours à tout, mais ils pensent peut-être pas toujours à l'existence des mathématiciens. Et encore, je suis le plus piètre d'entre eux. J'ai loin d'être le meilleur. Voilà, à plus tard.